Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, émission spéciale parce que oui, non, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé d'un sujet que vous aimez toutes et tous, les pyramides, les fameuses pyramides. Alors aujourd'hui, on va pas parler de leur fabrication, de comment est-ce qu'elles ont été construites, par qui, par quoi. C'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui, on va vraiment partir sur toute autre chose. On va partir notamment sur l'Antarctique, sur l'équateur penché, sur un tas de choses, sur la voûte céleste également. Bref, vous avez compris, une émission spéciale pyramide que j'attendais déjà depuis un petit temps. Et aujourd'hui, j'accueille non seulement Greg No, que vous connaissez, qui a déjà décrypté 2 films dans la rubrique derrière l'écran sur votre chaîne favorite, ainsi qu'un tout nouvel invité que je n'ai pas encore eu, Fabien Pardo. On va un petit peu revenir sur eux tout de suite. D'abord, j'accueille Greg. Greg, comment vas-tu? Salut. Salut Alexis, merci à nouveau de me réinviter. Je vais bien et j'espère que cette émission va plaire à beaucoup de gens. Et effectivement, on n'est pas que tous les deux. Il y a Fabien Pardo qui est avec nous. Et je vais te laisser présenter Fabien. Merci Greg, avec ton superbe flipper. Alors bonjour Fabien, bienvenue sur la chaîne des Sentiers du Réel, je suis vraiment heureux de t'accueillir. C'est justement d'ailleurs grâce à Greg que nous sommes à 3 aujourd'hui. Fabien, donc toi tu as coécrit un bouquin il y a quelques années, ça s'appelle Pyramide Apocalypsia. On y reviendra tout de suite, ou pendant même, si tu veux, durant cette émission, avec donc un auteur qui s'appelle Jean Simple. Alors Jean Simple, c'est, pour aller directement dans le vif du sujet, c'est un pseudonyme, c'est un petit peu, je dirais, un peu le Jean Polion pour le langage du mythe, pour ceux qui connaissent. Jean Simple, qui est un pseudonyme, quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, mais qui a fait pourtant un article, alors des articles, oui, ça on y reviendra également, mais un bouquin vraiment, mon Dieu, de 400 pages, qui est ô combien, alors complet et incomplet, parce qu'on y reviendra, ce sont des théories, vous ne vous en cachez pas justement, c'est ce qu'on disait hors antenne, vous n'apportez pas une solution aux pyramides, vous apportez des éléments de réponse, des recherches que vous avez faites. Et toi justement Fabien, ça fait donc 6 ans déjà que tu travailles avec Jean Simple. Est-ce que tu peux d'ailleurs un petit peu te présenter, nous parler de toi, comment est-ce que c'est venu, etc. À toi la parole. Alors bonjour Alexis et bonjour Greg, et puis j'espère aussi que cette émission plaira à beaucoup de gens. Et puis pour répondre à ta question Alexis, Jean Simple, on s'est connus en 2014 exactement. Et puis c'est tout à fait par hasard. Je sais que Greg adore ce mot-là, le hasard, mais en fait non. Pourquoi? Parce que je suis allé sur Internet et puis je suis tombé tout simplement sur un article de Jean Simple, voilà, où sa théorie m'a tout simplement séduit. Voilà. Donc, étant, attiré par ce qu'il avait écrit, notamment sur cette théorie de cette fameuse civilisation atlantéenne dont les survivants sont les derniers Égyptiens, comme on va dire, ont vécu tout simplement sur le continent antarctique. Donc, de fil en aiguille, je lui ai tout simplement envoyé un mail et puis on a échangé un petit peu sur des informations dont je disposais. Et puis, tout doucement, nous avons collaboré ensemble et pendant 6 ans, travaillé. Et aujourd'hui, c'est un ami. Et également en 2017, j'ai coécrit, parce que j'ai participé un petit peu à la théorie que Jean Simple avait développée. Et je lui ai apporté des éléments supplémentaires à annexer dans son livre. Et ce livre, ce qui est important aussi, c'est que tout l'argent, toute la vente de ces livres ont été intégralement reversés par une association qui s'appelle Un enfant par la main, et dont le but, parce qu'il y avait beaucoup de projets dans cette association, était de construire une école maternelle, une école de classe, voilà, qui a été terminée en 2018. Voilà, parce que j'estime que on a écrit un livre, mais c'est dans la pure abnégation, quoi. C'est un peu ce que tous les chercheurs devraient pouvoir faire quelque part. Et oui, voilà, nous on n'attendait rien, on voulait vraiment, aider comme on pouvait selon nos moyens, soutenir l'un des nombreux projets, parce que la misère et la précarité, il y en a partout dans le monde. Donc on a choisi ce projet de construction d'une école maternelle au Sénégal, qui a été terminé en 2018. Parce que nous recevions des informations
comment dire, du fondateur de cette association, nous envoyant des photos de la construction au fur et à mesure de cette école. Donc voilà, je tiens à signaler aussi que ce livre n'est pas un roman, il n'y aura pas de suite. Si jamais on doit, comment dire, y joindre des nouvelles informations, elles seront annexées à ce bouquin. Donc voilà un petit peu comment j'ai rencontré Jean Simple. Et puis aujourd'hui, je vais dire qu'on est, avec toutes ces années, on est connecté hein, d'une certaine manière parce que nous allons dans le même sens. Et je suis fier de travailler avec lui parce que bon, ben, sa théorie est, pour moi, tient la route parce qu'il n'y a pas de bonne ni mauvaise théorie. Hein. Il y a dans chaque théorie, dans ce que chaque chercheur peut présenter, il y aura toujours un petit indice à exploiter ou quelque chose qui pourra faire rebondir et être utilisé par celui qui veut, comment dire, chercher, hein, parce que comme on le dit, cherchez, vous trouverez, hein, celui qui s'en donne la peine. Voilà, exactement. Et surtout, vous n'êtes pas justement fermé à, comment est-ce que je veux dire ça, à la, donc, au fait qu'on peut toujours remettre en question ses propres théories. Chaque année, durant même une décennie, comme on le sait, on meurt, on renaît, hein, ça c'est voilà, sous un autre plan on va dire, mais c'est exactement pareil pour nos croyances, nos trouvailles, nos théories justement, et peut-être même nos trouvailles, parce que c'est très bien des théories, mais en même temps vous avez quand même trouvé aussi des choses, hein, il faut le dire aussi, pas mal de choses, mais qui, comme tu dis, peuvent être toujours remises en question par vous-même, puisque vous êtes justement ouvert à ça aussi. C'est une grande force, parce qu'on le sait très bien que voilà, quelqu'un qui cherche dépose ça sur la table comme ça, sans pouvoir, disons, un petit peu remettre les choses en question, avec le contexte aussi actuel, avec les informations qui arrivent ci et là. Voilà, c'est très difficile pour certains égos, on ne les citera pas, et donc voilà, donc je trouve ça une grande qualité. Et comme tu dis, ce bouquin finalement mis à jour continuellement, puisque Jean Simple et toi-même, je pense, et même Greg, vous créez donc des articles en ce sens, qui est donc justement un apport en nouveauté par rapport à ce bouquin qui a été donc écrit voici quelques années, en 2017. Alors Greg, pour revenir avec toi, quelle a été ton implication par rapport justement à cette recherche, par rapport à ce bouquin, mais surtout cette recherche. Il faudra aussi parler, bien sûr, de votre groupe, hein, de nouveau, le fameux groupe Facebook, dont on a parlé récemment, Greg et moi. Voilà, je te laisse la parole, Greg. Bon, l'application, au départ, c'est le début de mes recherches. Et Fabien et Jean m'ont contacté pour participer à leurs recherches et aussi faire le communicant sur Internet. Pour les articles, les posts et tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que Jean, il a une chaîne YouTube et donc il s'en sert également. On retrouve effectivement tous ces articles au sein du site pour eux. Mais voilà, Fabien et Jean ont fait l'honneur de me contacter pour participer à leur recherche et puis je leur remercie parce que aujourd'hui c'est un honneur pour moi de pouvoir avoir mis ma pierre à l'édifice dans ces recherches. Et puis voilà, donc c'est vrai que à chaque fois qu'on communique, on essaye d'être optimal dans ce qu'on peut écrire ou dire ou montrer en planche, parce que c'est vrai que ce soit Jean ou Fabien, ils font quand même des planches extraordinaires qui peuvent être compris par un enfant quelque part. Même si des fois ça touche un petit peu aux mathématiques, c'est vraiment très bien fait et c'est expliqué d'une façon simple pour pas faire de jeu de mots avec Jean, mais voilà, c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, l'histoire elle a débuté comme ça. Pour ma part, en tout cas, j'étais agréablement surpris qu'ils me contactent parce que je ne savais absolument pas sur quoi on allait partir et sur quoi on allait finir. Parce que c'est vrai que, comme disait Fabien, on n'est pas parti d'un point A pour aller à un point B, comme certains le font dans certaines théories. C'est parti vraiment, c'est des accumulations de recherches qui se sont emboîtées comme un puzzle qui nous a fait diriger vers l'Antarctique. Bon, bien sûr, Fabien et Jean se basent sur des anciens écrits, des anciens propos comme Platon qui relate en fait l'Atlantide avec Solon. Mais je pense que Fabien va être mieux placé
que moi pour expliquer exactement, parce que lui, il est géomètre, certaines choses et sur certaines cartographies bien précises qui existent depuis un moment. Et je pense que là, c'est plus le domaine à Fabien pour expliquer ce genre de choses dans le déroulement de ses explications, quoi. Oui, et justement, donc Fabien, donc géomètre, c'est pas rien. Est-ce que, alors c'est quand même important, hein, pour les personnes qui seraient toujours un petit peu réticentes à toutes ces théories, d'avoir quand même quelqu'un qui a quand même les épaules sur la tête sur les épaules. Voilà, moi je suis toujours à l'envers. Hein. Par rapport à Fabien, alors effectivement Fabien, sur comment a commencé finalement, comment ce que Jean Simple surtout, parce que c'est vrai qu'il n'est pas là, il veut rester anonyme, ça c'est bon de le préciser. D'ailleurs on lui fait un coucou, il écoutera sûrement cette émission. Je l'en remercie parce que je crois qu'il voulait également que vous passiez, donc toi et Fabien, sur la chaîne, donc merci. Merci donc pour cet honneur que vous me donnez et aux auditeurs également. Fabien, comment c'est parti, comment avec Jean Simple vous êtes parti, en tout cas sur cette haute théorie là que tu vas petit à petit nous expliquer durant cette émission. Voilà, alors Jean Simple est parti du principe que ces bâtisseurs ont construit une pyramide. Bon, ils ne l'ont pas construite parce qu'ils s'emmerdaient, ou le pharaon ne savait pas quoi donner à faire à ses ouvriers, non. Ils ont construit déjà cette pyramide de Khéops. Hein, Jean Simple parle de cette théorie où cette pyramide a été construite à la postérité de l'humanité. D'accord? Donc, c'est un monument qui a été construit pour être vu, voilà, de très loin. Un monument qui a été construit, qui est très massif aussi, parce que quand on le voit, on est déjà impressionné par sa hauteur. Mais moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est sa masse, cette masse qu'elle représente. D'accord? Et Jean Simple est parti du principe que tout le message qui doit être contenu par ce monument qui a été laissé pour l'humanité, hein, à la vue de tout le monde, hein, pour toutes les personnes qui veulent connaître la vérité de ce qu'ils ont vécu. Donc, il est parti du principe que le message était contenu dans cette pyramide de Khéops. Mais ce qui m'a amusé en même temps, c'était dans sa théorie toute première, où il a vu la chambre de la reine, d'accord? Et la chambre de la reine, quand on la voit en coupe, hein, bon, c'est parce qu'on n'a pas de photo, on a tout simplement une petite maison avec un toit, d'accord? Et c'est son fils, c'est le fils de Jean Simple, en voyant le plan de cette pyramide, il lui a dit tout simplement, mais papa, c'est une maison. Cela représente une maison. Voilà. Et sa théorie, voilà, a démarré de cette fameuse chambre, la plus basse, dite de la reine, qui a été considérée comme une maison. D'accord? Et c'est de là que vraiment tout est parti. Parce que quand on dit maison, on dit qu'il y a un message quelque part à laisser au sein de la distribution interne de cette grande pyramide. Donc sa théorie est partie de là. Et bien sûr, par rapport à des éléments techniques, hein, notamment qui se trouvent à l'intérieur de cette pyramide, cela l'a conduit à ce fameux continent de l'Antarctique où on censé avoir vécu cette civilisation atlante dont les Égyptiens sont les derniers descendants ou les derniers, le dernier grand royaume, on va dire, de cette civilisation. Donc cette théorie est partie de là. Et quand j'ai vu, bon, bien sûr, quand il a écrit tout ça, j'ai été tout simplement séduit, mais j'avais envie de lui apporter de mon côté, bon, parce que je suis de formation géomètre, j'ai travaillé pendant quelques années en tant que géomètre, je voulais lui apporter de mon côté un petit peu l'élément technique pour étayer cette théorie et aller beaucoup plus loin dans ce qu'il a, il affirmé. Hein. Donc voilà comment ça a commencé. Donc on a travaillé ensemble là-dessus et on s'est aperçu au fur et à mesure, alors ça peut paraître insensé, pour certains ça paraît aussi insensé, que la pyramide de Khéops en fait représente, si la pyramide de Khéops est une représentation géométrique de notre Terre, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, hein. Ces bâtisseurs ont construit ce monument, il est tout simplement une représentation géométrique de notre Terre, même si dans sa forme il ne l'est pas, mais il donne un petit peu les dimensions itinérantes de notre globe, on s'est dit tout simplement, est-ce que cette pyramide ne serait pas non plus une carte nous permettant de valider un petit peu ce que avait, découvert, ou est-ce qu'essayer de prouver Jean Simple. Et on s'est aperçu que dans cette pyramide, on pouvait très bien y retrouver
les coordonnées nous menant à ce continent d'Antarctique et dont le méridien de départ était donné comme celui de Greenwich. Parce que Greenwich, pour beaucoup de personnes, c'est un méridien qui a été, comment dire, nommé au pifomètre ou qui est là sans raison. Mais il faut savoir que le méridien de Greenwich a été adopté en 1880, voilà, et que le méridien précédent était le fameux méridien français, qu'on appelle la méridienne verte. Mais ce méridien de Greenwich a été adopté aux États-Unis, à Washington. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, la grande partie des échanges commerciaux, économiques ou sociaux se faisait par voie maritime. Donc il y a toute une histoire, cachée derrière ce méridien de Greenwich, dont on a l'observateur royal qui se trouve là-bas. Donc curieusement, ce méridien de Greenwich a été considéré comme méridien zéro, voilà, et nous mène en longitude à cette pyramide de Gizeh, qui est sur une longitude de 31 degrés plus loin. Donc toute cette histoire, toute cette théorie tourne autour du méridien de Greenwich que l'on croit arbitraire, bien que non. Donc voilà, alors on essaye un petit peu, on a étayé dans notre site un petit peu, mettre en avant un petit peu ce méridien qui a une très très longue histoire. Donc voilà un petit peu pour dégrossir, pour résumer un petit peu où est partie cette théorie de l'Antarctique étant considéré comme un continent ayant, hébergé ou accueilli la civilisation Atlante, qui a été, bousculée, détruite par un déluge il y a environ 9000 ans, avant notre ère. Donc voilà, Alexis et Greg, un petit peu comment ça s'est un petit peu enchaîné, toute cette histoire. Alors bien sûr, cette pyramide de Khéops, il y a beaucoup de chercheurs indépendants qui ont donné un petit peu des dimensions. Chacun, il va de sa théorie. Mais comme je dis, il n'y a pas de bonne ni mauvaise théorie. Il n'y a vraiment pas de bonne ni mauvaise théorie. Et je crois sincèrement que nous, par rapport à ce que nous écrivons, on s'inspire aussi. On écoute aussi les autres chercheurs et les autres théories, parce que je crois que dans une autre théorie, il y a toujours même un infime petit indice, voilà, qui peut nous faire rebondir ou qui pourrait très bien, réciproquement, faire aider ce chercheur. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais critiqué aucune théorie, et par respect pour celui qui l'écrit, et que je ne la critiquerai jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une part de vérité dans ce que chacun d'entre nous, on peut écrire. Voilà, c'est ça que c'est important. Il ne faut pas oublier que tous les chercheurs dits alternatifs, en dehors des égyptologues qu'on connaît, de l'officiel, eux, vous êtes tous finalement sur quelque part un peu sur le même diapason, le même bateau, on va dire plutôt, c'est la recherche alternative qui fait que vous n'avez aucun soutien justement des autorités. Vous faites, avec vos moyens, vous étayez des informations, des théories, qui doit être toujours jugé par le peuple, finalement, par les cherchants, ou les chercheurs, ou ou les trouveurs, parce qu'il y en a qui ne font que trouver, ils ne cherchent pas, bon bref, il y en a qui ne font que chercher et puis ils ne trouvent rien non plus. Voilà, il faut un petit peu réunir les deux et se dire qu'à un moment donné, vous avez tous contribué, c'est le cas de le dire, à l'édifice, voilà. Et en plus là, vous êtes 3 avec Greg, il faut quand même, à ce que je sache, 3 points pour créer un triangle. Donc voilà, c'était la petite boutade. Je sais pas si Greg veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, mais c'est vrai que comme tu le disais, Alexis, il faut partir du principe qu'il faut respecter tout le monde. Parce que si on commence un petit peu à rentrer dans l'autre côté du décor, ça va plus. Mais ce que je trouve joli dans ce que explique Fabien, c'est simplement pour revenir juste sur une chose, c'est que en fait, le fils de Jean, on lui a posé la question, voilà, qu'est-ce que tu vois? Et il lui répond, une maison avec les chevrons qui sont dans la grande pyramide. Mais ce que je trouve, on va dire, où c'est une belle image, c'est qu'en fait, cette maison qu'un enfant a vue, elle est répertoriée en dimensions, comme l'explique Fabien, à notre maison à nous, à savoir à l'échelle de la Terre. Donc ça,
c'est pas anodin. Un enfant qui a une lecture particulière sur cette pyramide précise en plus, où on lui pose la question, parce qu'un enfant, ça a quand même l'esprit neutre et sain, il n'a pas de préjugés, il n'est pas arbitraire, il va dire spontanément ce qu'il voit. Il n'y a pas le mental qui travaille, voilà, c'est ça, exactement. Il y a aucun élément parasite. Bon, c'est le regard d'un enfant, la vision d'un enfant, parce que bien souvent, les messages sont simples. Voilà. On fait une montagne de complications. Voilà. Quand tu fais des recherches, c'est la preuve qu'il faut rester avec l'esprit d'un enfant, et toujours en éternel, c'est le cas de le dire, en éternel admiration, apprentissage, admiration par rapport à ce que vous découvrez, et se dire bon sang, j'y avais pas pensé, et en fait, hop, rebondir de nouveau sur d'autres théories qui vont justement, finalement, quelque part compléter le puzzle dans lequel on est, dans lequel on s'est investi aussi, parce que c'est quand même, voilà, 6 ans et vous n'avez pas encore fini, hein, justement, c'est waouh, quoi, c'est beaucoup de boulot, on s'en rend pas compte, c'est beaucoup de boulot. Ouais. C'est beaucoup de boulot. Et puis, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage pour, bon, je pense à Jean Simple, hein, ou présenter la chose de cette manière, en disant, voilà, c'est une maison, et raconter un petit peu de quelle manière sa théorie est partie. Il faut avoir beaucoup de courage pour faire ça, et puis en même temps, je trouve que c'est beau. C'est beau. Bien sûr, à côté, il faut, avoir l'élément mathématique, hein, qui va simplement confirmer ou non chaque étape qui est proposée. Alors, bien sûr, c'est toujours compliqué En fait, la chose la plus compliquée, c'est de faire simple. Voilà. On fasse une conférence, que l'on expose un article ou qu'on explique quelque chose, c'est vraiment très compliqué de faire simple. Et la simplicité, c'est franchement l'ultime sophistication, comme on dit. Et c'est ça le vrai casse-tête, c'est ça le vrai calvaire pour que ce soit compréhensible de tout le monde, voilà, de petits et les grands. Mais pour revenir à ce au début de la théorie de Jean Simple sur cette fameuse maison, je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage. Et c'est ça qui m'a attiré, en fait. C'est que de voir qu'en fait, on avait comme ça une forme dessinée sous nos yeux, qui pouvait ou non nous amener autre part. Voilà. Et puis, quand on fait de la recherche, il faut d'abord il faut partir d'une vue générale pour ensuite aller dans le détail, et non pas aller dans le détail pour essayer d'avoir une vue générale. Voilà. Je pense que c'est la première règle. Exactement. Et avoir un esprit ô combien ouvert. Voilà. Alors justement, par rapport à cette carte, en tout cas, cette maison que le fils donc de Jean Simple a découvert, enfin en tout cas a vu dans ses yeux d'enfant, on va dire, c'est que, je ne sais pas si tu veux venir à parler de ça directement, cette carte représenterait visiblement quelque chose de bien plus complexe par rapport justement à notre monde, à moins que tu veuilles le garder un petit peu pour la fin, c'est comme tu veux. Non, je vais vous l'expliquer de toute manière, parce que bon, cette carte est dans notre site. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, on prend la pyramide de Khéops, parce qu'on travaille dessus. La pyramide de Khéops n'a pas qu'une seule fonction. Hein. Il serait idiot de penser que la pyramide de Khéops, si elle représente la Terre, il n'y a plus rien d'autre à côté. Non, cette pyramide a plusieurs fonctions et nous délivre plusieurs aspects, qui soient scientifiques, qui soient archéologiques. Enfin, bref, elle a plusieurs fonctions. Et pourquoi pas, on va peut-être sortir une ineptie, comme cette fameuse chambre de la reine vue en coupe représentant la maison. On s'est dit, mais pourquoi pas, pourquoi elle ne représenterait pas une carte de la Terre. Voilà. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé un petit peu de projeter, par rapport à cette pyramide, de la projeter en tant que méridien ou longitude. On a fait une carte tout simplement géographique par rapport à cette pyramide, qu'elle soit vue, en aspect miroir. Hein, voilà, pour avoir un losange, hein, où on a la partie haute qui est la partie nord, et la partie nord de notre Terre, et l'aspect sud, en aspect miroir, qui sera l'hémisphère sud de notre Terre. Et puis, étrangement, on est encore une fois tombé par rapport à cette carte qu'on avait définie vis-à-vis de cette pyramide en longitude et latitude, on est tombé sur le continent de l'Arctique. Hein. Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu l'avancée de ces travaux par rapport à cette maison première qui était, le début du message. Et encore une fois, ça nous a amené à ce fameux point B qui nous a amené en Antarctique.
Donc, il y a vraiment pour nous quelque chose qui a été laissé par rapport à cette pyramide de Khéops qui nous amène en Antarctique et un message qui nous a bien été laissé. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième étape un petit peu de cette théorie. Alors, bien sûr, avec Jean, j'ai voulu lui apporter un petit peu les éléments techniques, mathématiques, pour pouvoir prouver ou confirmer ou non. Parce qu'avec Jean 5, c'est vrai que on travaillait, parce qu'il a été très très difficile de travailler avec Jean parce que on travaillait à distance. On s'échangeait nos travaux par Messenger, par mail, par les moyens de communication que nous avions en disposition. Donc quelquefois il était très difficile de pouvoir en discuter comme nous, face à face, mais malgré tout, on arrivait à se connecter et puis un petit peu avoir la même vision des choses. Donc on a pensé un petit peu à cette fameuse carte géographique faite en hémisphère nord et hémisphère sud, qui nous a également conduit à ce fameux continent de l'Antarctique. Donc voilà un petit peu cette deuxième supposition, on va dire mise en évidence, parce que là je rappelle que bon, c'est une théorie, mais bon, on n'impose rien, on propose quelque chose. Donc c'est pour nous une seconde mise en évidence de ce message, tout ce premier message qui est laissé par rapport à la pyramide de Khéops. Donc cette carte, justement, pris de profil, cette coupe en fait de la pyramide de Képhren, fameuse carte que justement, donc le fils, je rappelle, de Jean Simple a découvert comme étant une maison, notre maison à nous, notre terre. Donc effectivement, on représente l'hémisphère nord, mais est également un miroir apparemment, si on inverse les choses. Et donc comment ça se passe exactement? Parce que c'est un peu complexe, mais c'est en même temps très très facile à comprendre. Oui, c'est parce que bon, ce qui est complexe, c'est parce qu'on dit que la pyramide de Khéops représente la Terre, mais elle la représente de manière géométrique. Voilà, on voit pas une Terre, on voit grosso modo une pyramide avec des angles bien pointus, voilà. Mais dans ces dimensions, dans les dimensions les dimensions de Khéops, par rapport à une coudée ou à une constante, voilà, un coefficient, on peut y retrouver ce qu'on appelle les dimensions itinéraires de notre globe terrestre de la Terre. Voilà. Mais nous avons donc pris cette pyramide, nous l'avons découpée en tranches. Donc, tu vois une partie supérieure, la partie visible construite. Voilà. Mais cette partie supérieure, voilà, celle que l'on voit, représente, au niveau de cette carte, représente l'hémisphère nord. Voilà. Mais si on fait une projection en miroir, on ira inévitablement à un losange. Voilà. Donc, cette partie supérieure représente l'hémisphère nord et cette partie en effet miroir représentera donc l'hémisphère sud. Voilà. Mais à l'intérieur de ce losange, on l'a découpé en longitude et en latitude. C'est-à-dire qu'on aura, comme sur, je ne sais pas si tu as déjà vu sur une carte avec des méridiens, voilà, des lignes méridiennes, voilà, qui vont du nord au sud, et des lignes longitudinales parallèles à l'équateur qui vont monter tout doucement. Voilà. Donc on a en fait dessiné à l'intérieur de ce losange, on a fait la représentation de ce qu'on avait sur Terre, on l'a intégré dans ce losange, et on s'est aperçu qu'au sud, à l'hémisphère sud, ça nous menait en Antarctique. Voilà. Que les coordonnées, en fait par un jeu de coordonnées, cela nous menait sur ce continent antarctique. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer. Ce qui est incroyable, c'est que finalement, les Égyptiens, ou en tout cas, peu importe, les bâtisseurs, on va les appeler ça comme ça, ce sera peut-être plus facile, les bâtisseurs de ces pyramides n'étaient censés avoir aucune connaissance je présume, de la Terre, de l'unité. Il y a un tas de paramètres qui en fait sont mystérieux dans cette quête, quoi. Ça nous prouve bien qu'il y a eu connaissance forcément à un moment donné de toutes ces données, voilà, pour pouvoir... alors bon, naturellement, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui, mais n'empêche. Non, voilà, parce qu'on considère que la pyramide, selon la science officielle, l'archéologie officielle, à 2500 ans avant notre ère, elle a été construite avec des outils rudimentaires tels que des pierres pour aller tailler, frotter. Non, quand on voit qu'il y a certains blocs qui approchent les 60 tonnes, et le plus léger fait 3 tonnes, ça a été édifié à plus de 140 mètres. Ils avaient une connaissance très très pointue
une connaissance astronomique, une connaissance des sciences de la Terre très très pointue. Tous ces bâtisseurs ont simplement, nous ont transmis ce que nous savons aujourd'hui, tout simplement. Hein. Ils avaient un niveau technologique tout au moins aussi évolué que le nôtre, peut-être pas au niveau de sagesse, mais au niveau technologique. Ils avaient un niveau technologique très poussé, qui leur ont permis de construire un monument dans sa forme d'une incroyable simplicité, voilà, mais également dans son message d'une extrême complexité. Il est en même temps, c'est paradoxe parce qu'il est en même temps très simple, mais nous divulgue de nombreux messages, ne serait-ce que par ses dimensions extérieures, mais son agencement interne qui est assez complexe. Hein. Et ces dimensions extérieures, et ça, sont le reflet de notre globe terrestre, une représentation géométrique. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Ça, ce sont des théories, des choses qui ont été avancées il y a 200 ans de ça, notamment par un auteur qui s'appelle Albert Dufeu et qui était membre de la Société égyptienne de Paris. Il a écrit à peu près il y a 200 ans, cette pyramide est tout simplement le reflet de notre planète. Donc, il l'argumente dans son livre. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais que l'archéologie officielle, la science officielle réfute complètement. Donc voilà, c'est un monument qui est en même temps simple dans sa construction, dans son aspect extérieur, hein, et qui est en même temps d'une incroyable complexité, dans le sens où il a plusieurs fonctions et nous délivre plusieurs messages. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on a travaillé avec Jean Simple. Hein. Mais depuis le début, comme je l'ai expliqué, tout est parti et c'est ça qui m'a fait sourire en même temps. C'est quand son fils est parti tout simplement de cette petite maison qui nous a menés tout doucement à ce continent antarctique, dont on a écrit, bien sûr, on a fait plusieurs vidéos et on a écrit plusieurs articles à ce sujet. Hein. Mais je rappelle que cette théorie, on n'est pas les seuls à l'avoir écrite. Hein. Je pense aux époux Flammert, qui sont des Canadiens et qui en 1975 ont émis l'hypothèse que le continent de l'Antarctique était là où était hébergée la civilisation de l'Atlantide. Ces mêmes époux Flammert, d'accord, qui sont alors ça il faut retenir ça, ces époux Flammert ont eu des correspondances avec un certain Apgood, Charles Apgood. Charles Apgood, qui était un universitaire américain, qui a écrit un livre dans les années 1950 avec Albert Einstein. Voilà. Et Albert Einstein a été électrisé un petit peu par la théorie de cet universitaire américain, hein, et a tout de suite travaillé avec Charles Apgood. Donc on a quand même cette petite triangulation des époux Flammert qui proposent un petit peu cette théorie de l'Atlantide en Antarctique, qui ont échangé avec Charles Apgood, qui lui-même a écrit un bouquin avec Albert Einstein. Donc, ce qu'a écrit Jean Simple, on n'est pas les premiers à l'avoir écrit. Hein, donc voilà, mais on essaye tout simplement, peut-être en menant un chemin différent, un chemin de compréhension différent, d'expliquer si oui ou non il y avait vraiment sur ce continent, une civilisation très avancée. Donc voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit il y a des centaines d'années, hein, plus de 150 ans, ce que nous écrivons aujourd'hui. Alors facilement, ces bouquins, bien sûr, sont bien souvent oubliés. Hein, voilà, on ne les vend plus, mais je crois qu'il faut aller un petit peu détricoter, chercher pour s'apercevoir que ce qu'on dit aujourd'hui, c'était pensé il y a des centaines d'années. Voilà. Hein, donc voilà, mais peut-être d'une manière ou d'une façon différente. Hein. Donc voilà un petit peu comme ça c'est un petit peu, on avance un petit peu dans ce qu'on propose au niveau de l'Antarctique. Et c'est vrai qu'aussi pour être un peu complémentaire à Fabien, la pyramide, tout le monde sait que en fait c'est la structure géométrique la plus stable au monde. Donc ça, voilà, c'est après quand Fabien parle d'effet miroir, on va dire inversé, comme je le souligne souvent dans mes posts, il y a une photo sur Facebook où on voit la pyramide avec de l'eau qui arrive pratiquement
proche d'elle et ça forme un losange, en fait, grâce à l'eau. Donc bon, après, on peut faire les jeux de mots, la langue des oiseaux, losange, mais les losanges, il faut quand même le dire symboliquement, on le retrouve quand même sur beaucoup de blasons et dans beaucoup d'églises. Donc voilà, c'est pas anodin de le rappeler, quoi. Voilà, parce que bon, si on dit que ce fameux, bon, on parle de la pyramide de Khéops, si on dit que la pyramide représente l'hémisphère nord, en toute logique, il suffit de la dessiner en miroir pour avoir une représentation de l'hémisphère sud. Voilà, donc on a forcément un losange. Mais qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce losange? Eh bien, nous, on a tout simplement émis l'hypothèse qu'elle était tout simplement une représentation géographique de notre Terre. Voilà, alors, il suffisait juste de la dessiner et puis de s'apercevoir que, encore une fois, on partait sur ce fameux point B qui nous menait en Antarctique. Hein. Donc, ils nous ont laissé en fait un monument, parce que bon, le meilleur moyen de laisser un message, on ne va pas le mettre dans un DVD. On sait très bien que dans 200 ans, on n'aura plus aucune trace. Le meilleur moyen de nous laisser un message, c'est par l'intermédiaire de la pierre. On sait que quand on va graver de la pierre, donner une pente à une pierre, on va nous laisser un message qui va durer vraiment dans le temps. Hein. Tout en sachant que ce monument, quel qu'il soit, on sait très bien que ce monument va se dégrader. Hein. Donc, voilà, il va se dégrader. Donc, nous ont laissé un message de telle manière que le message est inscrit, par exemple, je prends dans la pyramide de Khéops, il va être inscrit dans la pente de la pyramide, qui va résister à l'usure du temps. Même sur cette pente, il ne reste qu'un petit morceau. On aura l'inclinaison qui nous permettra de pouvoir dire, voilà, elle avait une pente d'autant de degrés. Alors, tous ces messages sont inscrits dans la pierre, dans la manière dont les blocs sont agencés. Voilà, c'est quelque chose de très, très subtil. Hein, ils ne nous ont pas écrit sur l'une des faces, voilà, nous venons de tel endroit, nous avons construit ceci. Non, non, parce qu'ils savaient très bien que ce genre de message, ce genre d'inscription se dégraderait ou disparaîtrait au fil du temps. Donc, ils nous ont laissé quelque chose, déjà au niveau du matériau, la pierre, qui est quelque chose de... c'est pérenne, voilà. Et puis au niveau des angles, par exemple. Voilà, au niveau d'un angle. Ils ne se sont pas attachés sur la, comment dire, sur la propriété physique ou du monument qui va se détériorer au fil du temps et avec lequel on n'aurait plus aucune trace. Voilà. Hein. Alors, je vais vous donner par exemple un exemple que j'aime bien. Si vous gonflez un ballon de baudruche, voilà, un ballon de baudruche, et que dessus vous y dessinez un angle quelconque avec un feutre. Cet angle va représenter le temps, voilà ce qu'ils nous ont transmis dans les pentes, voilà. Et puis ce ballon de baudruche, il va représenter quoi? Il va représenter la mesure physique. Mais ce ballon, si vous le dégonflez, il aura perdu sa mesure physique. Voilà. Mais si vous l'étalez, il aura conservé son angle. Voilà. Et c'est un peu l'esprit de ces bâtisseurs. Ils nous ont laissé quelque chose d'impérissable qui est lié, par exemple, aux angles, l'inclinaison de la pyramide, et au temps. Voilà. Donc c'est un petit peu toute la subtilité de ces constructions. Hein, en fait, je crois qu'il faut laisser parler la pierre. Voilà, il faut laisser parler la pierre. Donc nous sommes basés également sur toutes ces petites subtilités que ces bâtisseurs nous ont laissées pour nous transmettre un message. Voilà un exemple. Oui, donc effectivement, ces anciennes civilisations, ces bâtisseurs, comme je les appelle toujours, puisqu'on ne sait toujours pas de qui il s'agit, hein, on ne sait pas qui a finalement bâti ces pyramides, il y a énormément de théories là-dessus, donc nous ont apparemment irrémédiablement laissé un message, et un message pour vous, chercheurs, cherchants, trouveurs, etc., dans le monde entier, puisque vous êtes plus d'une centaine, plus de... même plusieurs milliers, je dirais, à s'intéresser à tous ces sujets, et donc je suis vraiment donc honoré d'avoir deux d'entre eux, et des Français en plus de ça, de surcroît. Et donc, pour eux, le livre,
Donc ça, c'est votre site. Pour eux, le livre, j'invite d'ailleurs les auditeurs après l'émission à aller consulter ce site, parce qu'il y a énormément d'articles justement écrits par Jean Simple et toi, Fabien, et donc ils vont pouvoir étayer et compléter un petit peu cette émission, parce qu'il y a énormément de chiffres dont on va un petit peu, voilà, on avait convenu de ça avec Fabien et Greg hors antenne, qu'on allait un petit peu éviter de vous parler de mathématiques pour ne pas vous bourrer le chou, ainsi que le mien. Et parce qu'il y a vraiment, en revenant un peu plus sérieusement, il y a une étude quand même sérieuse avec tout ça. Beaucoup de chiffres, de nombres peuvent être étayés et là pour le coup prouvés et pour le coup vérifiables également, vérifiables par des personnes comme vous et moi, puisque Fabien me l'a dit de ces mots, qui n'a jamais mis un pied en Égypte devant la pyramide. Ce n'est pas une tare et ni même péjoratif, c'est au contraire la preuve qu'on peut également chercher à distance sur des cartes de cartographie, etc. Alors justement, en parlant de cartographie, il y en a une qui m'est justement apparue intéressante sur le site, c'est donc la fameuse carte de Rosselli. Alors, est-ce que tu veux un petit peu nous en parler, Fabien? Oui, la carte de Francesco Rosselli. Et puis d'ailleurs, je remercie à ce sujet Franck Ferrandis, qui est un des administrateurs de notre groupe, parce que c'est lui qui a découvert cette carte de cet enlumineur italien, d'accord. Et puis en même temps, saluer Joël Barents, saluer Franck Ferrandis et Joël pour le travail qu'ils font dans notre groupe. Alors pour revenir à cette carte, bien sûr, c'est une carte de la Renaissance, une carte qui a été dressée par Francesco Rosselli en 1508, vers 1508. Et puis sur cette carte, ce qui est frappant, c'est qu'on y voit tout simplement le continent antarctique qui n'est pas au pôle sud, comme on le connaît actuellement, complètement glacé, mais un peu plus proche de l'équateur. Et dessus, il y a quand même 5 cités qu'on appelle les 5 cités d'Antarctique. Donc, alors, on se demande, bien sûr, c'est de où ou avec qui Francesco Rosselli a-t-il travaillé pour avoir ces informations, parce que c'est un petit peu le problème de toutes les cartes antiques. On sait que tous ces géographes, cosmographes ont représenté un petit peu des continents ou des terres qui sont inconnues aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont eu des informations d'autres géographes? Voilà, comme la carte de Pérez, tout ce qu'on peut en dire, c'est que ces cartes, comme celle de Francesco Rosselli, sont des copies de copies de copies. Oui, mais de qui et de quand? Mais ce qui est vraiment frappant sur cette carte, c'est qu'on y voit clairement 5 cités, qu'on appelle les 5 cités de l'Antarctica, sur un continent tel que l'Antarctique, qui est beaucoup plus haut que sa position actuelle. Alors, c'est une carte qui est également, et curieusement, hébergée, dont l'original est hébergé au Muséum Royal de Greenwich. Le fameux méridien zéro qu'on connaît aujourd'hui, cette carte est hébergée au Muséum de Greenwich. Et également, Francesco Rosselli, donc en plus de cette carte appelée 5 cités d'Antarctica, a sorti la version Portulan, d'accord, une version Portulan, donc une version maritime, où il s'attarde moins sur le détail des terres intérieures, mais plus un petit peu sur l'orientation et la géographie des mers. Et bien sur cette carte, on y voit aussi clairement une partie de l'Amérique du Sud qui est sous les eaux. Voilà. Alors qu'on sait qu'actuellement, l'Amérique du Sud, les terres sont bien émergées, mais on y voit des morceaux de terre, plein de parties de cette Amérique du Sud qui est inondée sous les eaux. Alors, Francesco Rosselli, je crois qu'on peut lui rendre hommage parce que on y voit clairement des détails, on y voit clairement la position de terre qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc cette carte, j'ai écrit un article sur le site pour le livre. Et puis sur cette carte de Francesco Rosselli, on y voit aussi à côté de l'Antarctique une terre qui était, d'après ce qu'a récolté Rosselli, qui était à l'époque émergée, mais qu'aujourd'hui cette terre est immergée, mais dont on retrouve certaines traces quand on va sur Google Earth. Donc, on peut vraiment faire l'analogie entre le continent d'aujourd'hui et celui qui a été dessiné à l'époque.
Donc, on sait très bien qu'on peut s'autoriser à penser que Rosselli a eu des informations, mais de qui? Voilà, on sait que ces cartes, ce sont des copies, mais est-ce que ce sont d'autres cartographes qui avaient déjà, comment dire, eu des informations, eu des enseignements, voilà. Donc, c'est un petit peu la difficulté de remonter un petit peu l'origine de toutes ces cartes antiques pour savoir d'où elles viennent réellement. Puis c'est un peu comme le téléphone arabe, hein, on recopie, et il y a des choses qui... On recopie, voilà, on recopie. Alors, il y a beaucoup de cartes antiques comme ça qui nous proposent des continents complètement différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, bien sûr, la science va nous dire que, enfin, notre culture actuelle va nous dire qu'à l'époque du Moyen-Âge, ils n'avaient pas la même précision qu'on peut avoir aujourd'hui. Ça peut se comprendre. Mais dans une carte antique, ce qui est intéressant de regarder, en plus des continents qui y sont dessinés, ce sont tous ces petits détails, ces petites écritures, voilà, qu'on peut voir, ces petites appellations, autant de petits détails qui peuvent nous faire rebondir autre part, hormis le dessin en lui-même. Voilà. Je prends l'exemple d'une carte que j'avais un petit peu eue sur Gallica, où on voit sur un cartouche, carrément, c'est une carte de 1500, où on voit sur un cartouche qui est écrit que, en fait, les Portugais n'ont jamais découvert le continent antarctique, mais qu'ils ont eu connaissance de cette terre par les Quetzes. Voilà, les Quetzes. Alors, je me suis amusé à chercher ce que pouvaient être les Quetzes, mais les Quetzes, ça peut se rapporter au peuple maya, Quetzalcoatl, par exemple. Ça s'écrivait de la même manière. Mais il est dit que les Portugais n'ont jamais été, par contrariété de temps, amenés à être dirigés vers ces terres inconnues à l'époque, mais qu'ils ont eu connaissance de ces terres par les civilisations ou les cultures d'Amérique centrale de l'époque. Donc, on pourrait aussi s'autoriser à penser que les Mayas avaient connaissance de cette terre, mais par qui, comment, voilà. Donc, c'est un petit peu un jeu de pistes comme ça qu'on essaye on tente de remonter, mais avec des grandes difficultés, parce que bon, il y a beaucoup de témoignages écrits qui ont été détruits et malheureusement, il reste que le témoignage oral aujourd'hui, hein, qui s'est transmis au fil du temps. Donc voilà un petit peu sur cette carte de Francesco Rosselli, hein, que je vous invite à aller voir et qui est vraiment passionnant, qui est vraiment intriguant, hein, voilà, qui représente vraiment le continent antarctique, beaucoup plus proche de l'équateur, donc forcément sous un climat tempéré, et surtout avec 5 cités qui sont dessinées. Alors on pourrait supposer qu'à l'époque, ces 5 cités, à l'époque où l'Antarctique était implanté, était posé, elles pouvaient très bien des cités relais, voilà, pour comment dire, des liens sociaux, économiques, voilà, allant de la Chine vers l'Amérique. Pourquoi pas, hein, mais on sait qu'à une certaine époque, ce continent n'était pas à sa position actuelle. Hein, donc, il y a de fortes présomptions qui peuvent nous laisser penser que d'un seul coup, par un déluge, hein, qu'il soit un déluge à une certaine époque, il ait été basculé au sud. Hein, voilà, notamment selon la théorie de Charles Apgood, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Albert Einstein, qui pense que toute la croûte terrestre a basculé d'un seul coup. Hein. Donc, elle a basculé et a entraîné le déplacement de ce continent qui n'est pas moins, parce qu'il fait quand même 14 millions de kilomètres carrés, pardon, et a basculé comme ça au pôle sud, ce qui a entraîné une congélation instantanée. Voilà, une congélation instantanée et qui a détruit vraiment toute trace de civilisation potentielle dessus, étant donné que c'est un continent, il faut savoir, qui peut avoir à certains endroits une épaisseur de glace d'environ 4 km. Donc 4 km, c'est pas rien. Avant que ça fonde, bon, il faut quand même du temps, bien que ce continent aujourd'hui, et d'ailleurs les scientifiques lancent des cris d'alarme, est en train de fondre à très grande vitesse. Un continent qui comporte aussi plus de 90% de l'eau douce sur Terre, et que si l'eau à terme venait, cette glace, forcément, comme c'est un continent qui comporte de l'eau douce, voilà, si cette glace venait à fondre, ça ferait quand même une élévation du niveau des océans d'environ 60 mètres. Ce qui n'est pas loin, voilà.
Mais pour revenir un petit peu à ce déplacement soudain de ce continent, on a eu donc une congélation instantanée. Donc forcément, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir, confirmer ce qu'on avance ou que d'autres avancent dans cette théorie, en considérant qu'il y aurait des traces de cette civilisation. Peut-être que certains le savent, hein, parce que c'est aussi un continent qui est, sous haute sécurité quelque part. Hein, on y fait des recherches, mais bon, ce sont des recherches qui sont bien camouflées du grand public. Je pense notamment à une expédition qui a eu lieu, ça devait être en 2016 ou 2016, une expédition scientifique dont je me souviens du directeur, c'était Alan Schott, qui a été également sponsorisé par un groupe d'armement militaire Raytheon. Donc on se demande ce que les militaires viennent faire dedans. Hein. Mais cette expédition scientifique a par exemple retrouvé, sur place, a retrouvé quand même des traces de cendres volcaniques à la surface. Voilà. Hein, ils n'ont pas eu besoin de creuser, faire un forage d'une centaine de mètres pour retrouver des traces de cendres volcaniques. Ou ils y ont encore retrouvé des traces de feuilles fossilisées, d'une date récente. Hein, ils disent fossilisées, ça date pas de millions d'années, mais de quelques milliers d'années, hein, d'environ 10 à 12 000 ans. Où ils ont encore retrouvé des traces de bois, mais qui ne sont pas fossilisés, mais pétrifiés. Du bois qu'ils étaient encore capables de faire brûler. Hein. Donc on voit qu'il y a eu sur ce continent une catastrophe, mais qui ne date pas de millions d'années, mais une catastrophe qui est toute récente à l'échelle géologique, 12 000 ans, 10 ou 12 000 ans, c'est vraiment récent. Et on sait qu'apparemment, c'est pas la première, hein. Il y en a eu plusieurs, effectivement. C'est pas la première, c'est pas la première. Donc cette vidéo, elle est expliquée aussi, on met une petite partie de cette vidéo dans quatre épisodes que l'on appelle Équinoxe. Alors ça, il faut aller les voir aussi parce que ça va de Équinoxe 1 à Équinoxe 4. Ce sont 4 vidéos, en fait, qui synthétisent le travail que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On a décidé de sortir cette vidéo en 4 parties. Et sur une de ces 4 vidéos, on voit un extrait un petit peu de cette découverte faite par une expédition américaine scientifique. Où on voit vraiment cette cendre découverte à la surface. Cette mousse de tourbe aussi, j'avais oublié, ils découvrent de la mousse de tourbe en surface où il suffisait de la tremper dans l'eau pour qu'elle retrouve ses propriétés premières. Une mousse de tourbe, voilà. Et ce scientifique dit, c'est comme si elle avait été lyophilisée. On sait très bien que pour lyophiliser un produit, la condition première, le facteur premier, c'est une congélation très rapide. S'il n'y a pas cette congélation rapide, le produit va se dénaturer et va perdre de ses propriétés premières. Et là, il emploie le terme, cette mousse de tourbe a été comme lyophilisée. Donc, ce qui implique une congélation très rapide, parce qu'il a pris cette mousse de tourbe et il l'a trempée dans l'eau et elle a retrouvé vraiment toutes ses propriétés premières. Donc, on a plein de choses pertinentes qui nous autorisent à penser que vraiment ce continent a subi une catastrophe, un déplacement de son point d'origine il y a très peu de temps. Hein. Une catastrophe notamment qui a été, que l'on connaît tous, hein, le déluge, ce fameux dernier déluge Atlante, qui date d'environ 9000 ans avant notre ère, ou plutôt avant l'ère de Platon, parce que Platon, c'est environ moins 500 avant Jésus-Christ, donc on peut dater un petit peu plus loin, mais où on y retrouve des détails vraiment intéressants et qui corroborent un petit peu ce qu'on a écrit jusqu'à maintenant. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette carte de Rosselli, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est vraiment très intrigante et c'est vraiment un beau témoignage qu'on a en termes de cartes et qui regroupe vraiment pas mal d'indices. Bon, bien sûr, vous avez d'autres cartes, hein, comme tu l'as dit Alexis ou Greg, la carte de Périérès, on la connaît tous, hein, Périérès.
D'ailleurs, on débat toujours aujourd'hui pour savoir si oui ou non ils connaissaient un petit peu ce continent et pourquoi on a tant de détails. Mais on a beaucoup de cartes aussi antiques qui ont été, comment dire, dressées par des géographes, mais à l'aide de jésuites. Voilà. Les jésuites comme Kircher, Kircher, on poste beaucoup sur Facebook sur ces jésuites. Les jésuites étaient considérés comme des élites. Bon, c'était avant tout des religieux. Ils étaient des missionnaires, donc forcément envoyés dans différents pays. Mais il faut savoir qu'on avait des jésuites de toutes nationalités, allemands, belges, français, voilà. Et à l'époque, ils étaient considérés comme des élites parce que ils avaient une somme de connaissances qui rapportaient comme ça de différents pays et que certains géographes ont utilisé pour dresser leurs cartes. Voilà. Donc voilà, on a quand même pas mal d'indices à exploiter, de choses à exploiter au niveau, par exemple, des cartes antiques. Bon, maintenant, il est difficile de pouvoir, forcément, parce que ce sont plein de pièces d'un puzzle qu'il faut pouvoir rassembler. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué à faire, le plus dur à faire, de pouvoir en tirer les informations essentielles qui vont nous permettre de remonter à ces époques différentes, quoi. Mais je vous invite à aller voir cette fameuse carte de Francesco Rosselli, qui est un exemple parmi tant d'autres, qui est vraiment un beau témoignage, une formidable carte qui est hébergée, et ça à ma grande surprise, au musée royal de Greenwich, au Royal Museum de Greenwich. Voilà. Donc il y a deux cartes, il y a la carte géographique et la version portulan. Voilà. Donc la version portulan, il y aura moins de détails au niveau géographique, mais tous les détails seront concentrés sur l'aspect maritime. Voilà. Et la carte géographique, on en fera forcément l'inverse, où on aura forcément beaucoup de détails on va détailler les terres et on représentera les mers sans aucune indication complémentaire. Donc ces deux cartes sont à aller voir, vraiment, je vous invite vraiment à aller voir. Et puis, bon, c'est Franck Ferrandis aussi qui en parle, dans ces diverses planches qu'il élabore et puis qu'on a la joie de voir sur Facebook parce qu'il fait vraiment un formidable travail. Donc voilà un petit peu au niveau de ces cartes et au niveau de cette carte. Mais c'est vrai, ce que tu dis, ce qui est important, c'est qu'il y a également, en fait, dans une vieille coupure de journaux, un phénomène expliqué avec les mammouths, où ils auraient aussi été congelés, enfin, reçu, en fait, une température brutale d'un coup, ce qui fait qu'on retrouve, en fait, dans leur ventre l'alimentation qu'ils étaient en train de manger au moment même. Ouais. Et ça, c'est une vieille coupure de journaux que je dois avoir encore quelque part. J'essaierai de la poster en complément par rapport aux explications de Fabien. Oui. Et alors, je ne sais pas où ils en sont avec ces mammouths, parce que je ne sais pas s'ils ont pu, parce qu'ils ont subi une congélation rapide. Voilà, donc c'est ce qui a permis dans leur estomac de garantir un petit peu la propriété de la nourriture. Mais bon, je crois que principalement les mammouths mangeaient des végétaux, mais je suis sûr que s'ils prenaient ces végétaux et tremperaient dans l'eau, ils retrouveraient également leur propriété première, quoi. Mais alors oui, comment expliquer une congélation rapide? Voilà, alors une congélation rapide, ça peut être un basculement aussi de l'axe de rotation de la Terre. On n'a pas simplement un déplacement d'un continent ou d'une terre, on peut aussi avoir un basculement soudain de l'axe de rotation de la Terre, qui peut faire passer une région tempérée à une région glacée. Voilà. Et un basculement de rotation qui ne va pas se faire sur 2 semaines, mais qui peut arriver d'un seul coup. Voilà. Ce qui pourrait expliquer, parce que forcément, c'est un petit peu physique, si la Terre bascule d'un seul coup, il va y avoir des mouvements océaniques qui vont nous engendrer des séismes. Voilà, des séismes. Et si on a un basculement d'un côté, un séisme va se produire d'un côté, mais l'eau qui est partie d'un côté, il va falloir qu'elle revienne de l'autre côté. Donc on aura un double effet, voilà, qui va engendrer malheureusement des désastres planétaires. Parce qu'on en discutait aussi. Les fameux déluges, oui. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre, en fait, parce qu'il y a quelques confusions sur Facebook et c'est normal. Il ne faut pas confondre le basculement de l'axe terrestre et le déplacement du pôle magnétique. Voilà, ce sont deux choses différentes. C'est deux choses différentes, en fait. C'est distinct parce que
c'est normal qu'on puisse faire ce genre de confusion quand on n'est pas forcément aguerri à ces explications en fait au niveau planétaire. Parce qu'il faut savoir que quand on regarde en fait toutes les planètes qui sont dans notre système solaire, elles ont toutes un axe incliné. Voilà. Alors, voilà. Alors, toutes les planètes, alors ça, c'est quand même aussi, je crois qu'on devrait se poser des questions aussi dessus. Hein, voilà pourquoi toutes les planètes ont un axe de rotation incliné. On va le dire comme ça, un axe de rotation incliné. Elles n'ont pas le même axe de rotation. Chaque planète a un axe de rotation différent. Hein, nous, la Terre, on a un axe de rotation incliné par rapport au plan d'écliptique de 23 degrés et demi. Vous allez par exemple prendre une autre planète, son axe de rotation va être de 45 degrés, une autre va être de 90 degrés. Donc, il y a un objet qui est passé, parce que comme le disait ce physicien, un physicien, si vous voulez comprendre l'univers, ben, tout est magnétique et électrique, voilà. Un objet qui est certainement passé dans notre système solaire, et comme sur ton flipper derrière Greg, une boule qui est venue, comment dire, frapper un petit peu dans tous les sens, qui est un petit peu, comment dire, Zizani, voilà, voilà, et puis un peu, comment dire, déséquilibrer l'ordre naturel de l'axe de rotation des planètes de notre système solaire. Voilà. Un objet que l'on connaît et dont on parle beaucoup, qui est appelé, que l'on nomme aujourd'hui dans notre société planète X. Voilà. Et puis un objet également dont parle Jean Simple. Voilà. Parce que en fait, s'il explique que ce contenant de l'Antarctique a été déplacé et que la civilisation atlantéenne a disparu, c'est par rapport à un intrus qui est rentré dans notre système solaire, qui a semé la zizanie, créé un déluge global, parce que et qui est reparti. Pourquoi? Parce que cet objet, comment dire, a tout simplement une orbite très très elliptique, voilà, et il ne revient pas forcément tous les ans, voilà, il revient au bout d'un certain nombre de milliers d'années. Et c'est ce que ces Atlantes ou d'autres civilisations qui ont aussi disparu tentent ou ont tenté de nous expliquer et de nous avertir au travers d'un message. Au travers d'un message, par exemple, celle de la pyramide de Khéops, voilà, qui tente de nous dire, voilà, nous avons été détruits pour telle ou telle raison. Voilà. Donc, c'est un petit peu là, cela fait aussi partie, enfin, cela fait partie de la théorie de Jean Simple, qui explique pourquoi et à cause de quoi cette civilisation, notamment la civilisation de l'Atlantide, parce qu'il y en a eu d'autres, hein, les civilisations de Nu, les Nuri, bon, on a eu un tas de grandes civilisations qui ont disparu il y a des milliers d'années. Mais comme cette Égypte, qui est aussi pour moi le dernier grand royaume des anciens, ils nous ont laissé au travers de ces pyramides ce message. Voilà, ce message, cet intrus qui revient, cet objet qu'on appelle aujourd'hui Planète X, parce que il faut savoir que cet objet a reçu plusieurs noms de toutes les civilisations, et c'est aussi un objet qui est grandement craint par beaucoup de civilisations. Hein, là, on l'appelle communément Planète X, mais il a été aussi appelé Marduk, hein, je crois dans la civilisation sumérienne, Hercolubus, Tiké, Tara, la passeuse. Elle a reçu beaucoup de noms, mais elle est, comment dire, connue de toutes les civilisations et grandement crainte par toutes ces civilisations. Donc voilà. Donc cet objet pourrait être, alors je parle toujours au conditionnel, le responsable de l'inclinaison de ces planètes. Pourquoi? Parce que ce serait un objet, comment dire, d'un volume sensiblement égal à celui de la Terre, un peu plus petit que la Terre, mais d'une très grande masse, voilà, et composé de matériaux ferreux, voilà, de beaucoup d'oxyde de fer. Donc, comme on dit beaucoup de fer dans un objet, dans l'espace, on parle d'interactions magnétiques, voilà. Ces interactions magnétiques, on ne les voit pas forcément physiquement. Hein. C'est un objet qui, forcément, en s'approchant, au fur et à mesure qu'il va s'approcher de notre système solaire, va faire bouillir le Soleil. Voilà. Notre Soleil va bouillir, mais va forcément avoir une interaction avec notre Terre. Voilà.
hein. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment des interactions qu'on ne voit pas, mais qui ont des conséquences directes sur notre Terre. En faisant, par exemple, le Soleil va bouillir, va faire bouillir intérieurement notre Terre, va forcément créer, liquidifier la lave, qui va, comment dire, provoquer des éruptions volcaniques, qui va avoir une conséquence sur les plaques. Enfin, c'est un enchaînement de causes comme ça à effet qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont qui pourraient être la cause de cet objet en approche et qui a causé des nombreux déluges, mais qui ont pu être globaux, qui ont été globaux, mais aussi locaux. Hein. Ce n'est pas forcément une destruction ou une remise à zéro de notre Terre, hein, parce que des déluges, notre Terre, on a connu plus de 200. Hein. Ouais, il y en a à peu près, ouais, c'est ça, de 252 historiés, quoi, c'est vrai. Et c'est vrai que, juste un détail pour être complémentaire à Fabien, il faut se rappeler que depuis 5-6 ans, tous les volcans se sont réveillés, pratiquement. Exactement. Voilà. On a une recrudescence d'éruptions volcaniques. On a aussi et là, récemment, on a, comment dire, notre Soleil, voilà, dont le cycle part plus tôt que ce qui était prévu par les astronomes. Il a un cycle. Le Soleil fonctionne avec des cycles de calme. Voilà, il est au calme et d'un seul coup, dans le cycle suivant, il va y avoir des éruptions solaires. Voilà. Donc, il se met en colère, le Soleil. Et là, les astronomes, enfin, on voit ça dans des sites de surveillance de la météo spatiale, on a des taches solaires qui commencent à apparaître et qui commencent à créer des éruptions solaires. Voilà. Alors, une éruption solaire, c'est quoi? C'est tout simplement le Soleil qui va cracher du plasma, et ce plasma va mettre un certain temps pour atteindre la Terre, parce que le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres, donc le temps qu'il fasse le chemin, cette éruption solaire va atteindre notre bouclier magnétique, qui va se retrouver malmené, tout simplement, parce que ce sont quand même des vents qui tournent, qui vont entre 1 million de km/h et 4 millions de km/h. Il faut savoir que notre voiture sur l'autoroute roule à 130 km/h, donc c'est des vents qui dépassent notre entendement. Mais ces vents très puissants viennent frapper notre bouclier magnétique et viennent le déformer. C'est un peu comme si vous souffliez sur une bulle de savon. Quand vous soufflez, ça va la déformer, mais le fait, notre bouclier magnétique, le fait d'être malmené, au fur et à mesure, s'affaiblit. D'accord? Mais en plus de frapper notre bouclier magnétique, il va y avoir une interaction avec notre Terre. Et on s'est aperçu qu'à chaque éruption solaire, bien sûr dans la direction de la Terre, quand ça vient frapper directement la Terre, ou tempête solaire, c'est à peu près la même chose, on s'aperçoit que quelques temps après, on a des séismes. Voilà. Ça, il y a un enchaînement, cela provoque des séismes en certains points de la Terre. Donc on a vraiment une interaction entre l'excitation de ce Soleil qui se met en colère d'un seul coup, peut-être provoqué par un objet extérieur, un objet fort magnétique, mais que ce Soleil, ses conséquences viennent directement se faire sur notre Terre, par l'éruption de volcans ou de séismes. On a vraiment cette interaction qui est invisible, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais qui est bien réel. Donc là, on s'est aperçu, comme disait Greg aussi, que depuis quelques années, on a des éruptions volcaniques. Alors pourquoi? Est-ce que la Terre n'est pas en train de chauffer à l'intérieur? De réchauffer le noyau. De chauffer. C'est un peu comme une cocotte minute. Vous avez il faut que la vapeur sorte quelque part. Mais si ça chauffe, ça se liquidifie quelque part. Et puis, parce que la Terre, c'est un petit peu comme une orange. Vous prenez une orange, la pelure, ça représente la croûte terrestre. Et tout le fruit intérieur, c'est tout simplement toutes les couches internes de notre Terre qui sont forcément plus molles, voilà, et donc forcément le dur, ça glissera toujours sur le mou. Au bout d'un moment, donc ça, ce basculement d'écorce terrestre est aussi une possibilité expliquée à l'époque, je l'avais dit tout à l'heure, par Charles Apgood et Albert Einstein, une théorie qui, dans les années 50 qui a fait la risée de la communauté scientifique,
voilà, et puis qui petit à petit ben, se vérifie, hein, se vérifie, parce que bon, la théorie officielle, bien sûr, on part de la plongée, un seul continent, et puis le mouvement un petit peu d'éloignement, enfin le mouvement des plaques tectoniques qui font que les continents s'éloignent pour les uns et se rapprochent tout doucement. Et Mais c'est vrai que ce que tu dis, la plongée, Fabien, c'est intéressant parce que, en fait, c'est bon, on l'appelle Columbia. Et pour rejoindre en parabole, en image simple, Columbia, bah, ils font des films. Mais ça rejoint un peu le film 2012, ce que tu expliques. oui, 2012 qui a été écrit par Roland Emmerich. Bon, il faut savoir que Roland Emmerich est un initié. Mais il y a beaucoup de réalisateurs de films qui sont initiés. Et puis, ils essayent à leur manière de nous lancer un message parce qu'ils ne peuvent pas le dire directement ou de front au cinéma ou à la télé, au risque d'être censuré. Mais quand on regarde, par exemple, Roland Emmerich, qui est un initié, il a écrit en 2012. Il a écrit aussi, enfin, il a mis en scène dans le film 10 000 ans. 10 000 ans, voilà, 10 000 ans. Et il a fait d'autres films. Mais on voit dans ces films qu'il s'inspire de faits scientifiques. Il s'est sans doute inspiré de ce que, ont écrit Charles Abgod et Albert Einstein à l'époque, parce que on voit à un moment dans le film où il dit comme ça que en fait un continent s'est déplacé de 2600 ou 2500 kilomètres. Donc on a vraiment affaire à un basculement de l'écorce terrestre. Bon, bien sûr, dans ce film, c'est un peu, il y a aussi une partie romancée pour le spectacle, mais il y a beaucoup d'indices comme ça si on y fait attention, qui sont tirés un petit peu de ces théories de l'époque, quoi, hein. Et c'est vrai qu'il y a aussi des choses réelles qui existent sur Terre où on peut faire le lien avec une préparation éventuelle d'une catastrophe, comme tu l'expliques, Fabien. Parce qu'il est très récent, ce bâtiment qui a été construit d'ailleurs sous la glace et que les gens connaissent, on appelle ça le grenier du monde. Donc voilà, ils l'ont construit il n'y a pas très longtemps. Donc ça, on peut éventuellement envisager que certaines personnes sont au courant d'une éventuelle future catastrophe afin de sauver toutes les graines et tous les végétaux qui existent aujourd'hui sur Terre. Parce qu'ils n'ont pas construit cet endroit pour les fermiers du coin. Non, 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 non. Oui, on pourrait. Il y a plein d'indices comme ça Oui, qui permettent de penser ça, quoi. qui permettent de dire, il y a des non, il y a beaucoup de non-sens, quoi. C'est vrai, pourquoi on va aller construire un stock de graines là-bas, alors qu'on en a suffisamment sur Terre. On a pas mal aussi, bon, même s'il y a beaucoup de pays arides, on a pas mal de cultures permis. Pourquoi on va aller s'embêter à aller stocker là-haut des graines, quoi, hein. Oui, on pourrait penser ça, mais bon, ce n'est pas dit. Pourquoi? Parce que si on fait une telle annonce comme ça, je crois que le mouvement de panique tuerait beaucoup plus de personnes que la catastrophe en elle-même, hein. On ne peut pas annoncer ce genre de choses, bien que beaucoup de scientifiques sont au courant. Beaucoup d'initiés ou d'érudits sont au courant aussi de ce genre de choses, mais il n'est pas possible de pouvoir annoncer directement, comme on voit dans les films à sensation. Surtout quand dans les grands merdias, on apprend que le PQ disparaît à vitesse V', on voit déjà Mais voilà. à quelle vitesse le monde. C'est cool. Voilà. C'était un petit aparté, hein, bon. Mais c'est vrai que ce que tu dis, Fabien, c'est exactement en fait ce qui se passe dans les films catastrophes, c'est-à-dire qu'on préfère ne rien dire et que les gouvernements, eux, le savent et l'annoncer vraiment au dernier moment pour ne pas mettre le chaos avant et rajouter une catastrophe ou une panique humanitaire à cette catastrophe. Donc, ils le disent toujours au dernier moment dans les films. Voilà, on voit dans les films, par compassion, on va l'annoncer quand même aux gens pour qu'ils aient une petite chance de s'en sortir. Mais on ne peut pas tout doucement faire de l'information continue en disant, bon, je prends l'exemple d'un objet qui s'approche, là il est à 300 millions, on fait un point de mile à 150 millions. Non, ça on va avoir des mouvements de panique vraiment avec des horreurs. Et ça tuera beaucoup plus de personnes que la catastrophe en elle-même. Mais bon, donc tout ça c'est un petit peu
cachées. Alors par contre, est-ce que vous êtes au courant, pour en revenir un tout petit peu sur les pyramides, est-ce que vous êtes au courant que, tout récemment, vous êtes certainement au courant, même plus encore que moi, qu'en Antarctique, avec la fonte des glaces que tu évoquais justement Fabien, y aura-t-il, paraît-il, donc des pyramides qui commencent à pointer le bout du Parimédion. Alors je ne sais pas si c'est une intox ou une info. Alors, faut faire très attention parce que, voilà, c'est ça, il faut faire très attention. C'est parce qu'il y a, bon, c'est vrai quand on regarde par Google Earth, parce que Google Earth, c'est un instrument de l'archéologue moderne, on peut scruter la Terre, quasiment toute la Terre de chez soi. Mais il faut faire très attention parce que oui, je vois quelle pyramide dont tu veux parler, Alexis. C'est une grande pyramide où il y a 3 grandes pyramides où on voit du ciel, mais il faut faire attention que ce ne soit pas des formations naturelles. Et c'est là où c'est trompeur, c'est là où il faut vraiment faire attention et vraiment se renseigner. Et oui, voilà. Mais c'est quand même cocasse que, je veux dire, même si c'est faux, que les pyramides sont en Antarctique et pas ailleurs, par exemple. Ouais, alors, j'ai fait, à l'époque, je m'étais penché dessus, et c'est faux. Parce qu'en fait, c'est pris sous un angle de vue bien spécifique. Et au niveau de Google Earth, quand on vérifie, c'est pas une pyramide, c'est quelque chose de naturel. Alors, on peut penser à une pyramide, on voit des hommes qui s'approchent près de cette pyramide, mais quand on vérifie effectivement grâce à Google Earth, c'est pas une pyramide, c'est une montagne naturelle qui ressemble à une pyramide. Oui. Après, on peut supposer, comme toi qui habites pas loin de Nice, Fabien, et tu le sais, qu'il y avait une pyramide entre guillemets terraformée qui a été détruite pour construire l'autoroute. Et il y en a des pyramides terraformées, mais il faut faire très attention. Voilà. Et je crois que peut-être le premier réflexe à vérifier, c'est de vérifier si elle est implantée nord-sud déjà. Voilà, parce que bon, il y a beaucoup de pyramides qui sont implantées nord-sud, des faces nord-sud. Donc, sur ce genre de choses, on a un premier réflexe, c'est de voir si elles sont, implantées de manière nord-sud. Après, on se dit, oui, ça ressemble étrangement à une pyramide, mais il faut quand même aller vérifier, voir sur différents angles, parce que ça peut être trompeur. Et comme tu dis, Greg, notamment sur celle en Antarctique, moi, je suis allé vérifier dans un site qui nous donne un petit peu les courbes de niveau, ce qu'on appelle les altitudes, et on voit que sur les tranches, non, ça colle pas du tout. Ça aurait été merveilleux, mais bon, c'est pas ça. Après, pour cette fameuse pyramide de Nice, voilà. Il y en a 2 du côté de Nice, dont une qui a été détruite dans les années 75 pour laisser un petit peu la priorité aux autoroutes. Voilà, on a détruit cette pyramide qui se trouve à Saint-André, qui est juste collé à Nice. Et c'est vraiment une pyramide en restanque, qui faisait une 50aine de mètres de haut, ce qui n'est pas rien. Et elle a été détruite dans les années 75. Donc maintenant, on a énormément, hormis quelques clichés, quelques photos, d'avoir un historique sur cette pyramide. On a énormément, alors j'ai essayé de chercher un petit peu partout, mais j'ai du mal à trouver quelques détails techniques ou un petit peu une histoire sur cette pyramide. On sait qu'elle est construite en restanque. Un auteur, j'ai pu retrouver aussi une description de cette pyramide par un auteur de la région qui affirme que au sommet de cette pyramide, il y avait un dolmen. Voilà. Un dolmen était posé au sommet de cette pyramide et malheureusement, je n'ai pas pu avoir le nom de ce livre où on en fait une description. Donc, sur cette pyramide-là, cette grande pyramide qui a été détruite en 75, il est très difficile d'avoir des informations. On a des photos, mais au niveau de l'histoire, c'est très difficile d'avoir des indices. Ensuite, il y a une autre pyramide, une plus petite, celle de Falicon. Voilà, la fameuse pyramide de Falicon qui est aujourd'hui en mauvais état parce qu'il ne reste plus que la moitié. J'y suis allé 2 fois. Il n'est pas facile de trouver le chemin parce qu'elle a été reconnue au patrimoine. Elle est protégée. Elle est maintenant protégée. Et volontairement, le chemin n'est pas balisé
pour éviter un petit peu qu'elle soit visitée et détériorée. Parce que, bon, j'y suis allé une fois, il y avait des gens qui pique-niquaient dessus, bon, voilà, on y laisse des déchets. Au pied de cette pyramide de Phalicon qui fait, comment dire, qui est 32 fois plus petite exactement que celle de Khéops, voilà. Il y a des théories qui disent a-t-elle été construite par les Templiers, est-elle plus récente, mais c'est une pyramide qui est contemporaine. Elle a été construite au XVIIIe siècle, d'accord? Voilà, elle a été construite au XVIIIe siècle et à sa base, il y a une grotte qu'on appelle la grotte de Ratapignata, hein, qui en histoire, ça veut dire chauve-souris. Voilà, et à l'intérieur de cette grotte, bien sûr, il faut avoir un équipement, on peut y descendre et il y a quelques escaliers et quelques aménagements qui ont été faits au XVIIIe. Je me demande si elle n'avait pas été convoitée par les nazis, justement, aussi, en Seconde Guerre mondiale, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je ne sais pas. Peut-être que la grotte a été convoitée, parce que c'est vraiment bien pour se camoufler, mais cette pyramide est contemporaine, mais elle est quand même intrigante à voir, elle est quand même très intrigante à voir, parce qu'elle est faite en petite pierre, voilà, il y a une petite maçonnerie, mais on voit qu'elle ne date pas de milliers d'années, quoi. Elle est vraiment. Mais l'échelle est là quand même au niveau calcul. Et... Voilà, l'échelle est là. Elle est 32 fois, oui, plus petite que celle de Khéops. 32 fois, qui est donc à l'envers, mon cher Greg, le 23e degré sur lequel. Exactement, Alexis, tu m'en coupes la parole. Et je pense que aussi, on fait relation au temps avec les pyramides. Et je vais laisser Fabien expliquer quelque chose que tout le monde a vu via mes posts ou mes groupes sur un nombre bien précis que Fabien va expliquer, je pense, mieux que moi. Oui, le temps, oui. Alors, ces bâtisseurs, s'ils nous ont laissé un message, c'est par rapport à ces angles qui sont pérennes, hein, même si on détruit une grande partie de la pyramide et qu'il reste 1 mètre d'angle, on aura tout au moins sa direction, mais surtout le temps. Le temps qui est quelque chose d'impérissable. Et c'est la raison pour laquelle Jean Simple, dans sa théorie, a évoqué un message qui est transmissible par rapport au temps. Et ce temps est un nombre de 86 400, qui sont tout simplement les 86 400 secondes d'une journée. Voilà. Ils ont voulu nous transmettre ce coefficient, je vais l'appeler comme ça, parce que ces 86 400 secondes, ça peut être dérivé ou décliné en 864, 8,64%, 1,064, peu importe, c'est l'essence même du nombre à laquelle il faut faire attention. Hein, c'est comme on dit, 23 mètres carrés. Ce n'est pas le mètre carré qui est important, mais c'est l'essence même du nombre qui est important. Hein. Donc, Jean Simple fait référence un petit peu à ce nombre, ce coefficient, voilà, qui nous ouvre de nombreuses clés de compréhension dans les dimensions de la pyramide. Hein. Donc, ces bâtisseurs ont utilisé, voilà, ce mot-clé, cette clé, pour nous transmettre un message au travers, par exemple, des dimensions de la pyramide. Et un mot-clé qui est simple, qui est à la fois simple. Pourquoi? Parce que 86 400 secondes, si on prend la course du Soleil autour de la Terre, voilà, ça forme un cercle. Et 86 400 secondes, c'est quoi? C'est une façon indirecte aussi de mesurer la Terre. Voilà. Voilà, donc c'est un nombre important et qui est un nombre clé qu'utilisent beaucoup de gens, qu'on a utilisé pour écrire nos théories. Donc voilà, ils nous ont laissé beaucoup le message est basé surtout sur la notion du temps et ces angles qui sont dessinés au travers de monuments. Mais le temps est important parce qu'il est quelque chose d'inaltérable, il est le même. Hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on explique aussi dans notre site, ce fameux mot-clé que vous retrouverez sous différentes formes, voilà, parce que on peut le décliner en différentes formes, et qui est 864, 86 400 secondes, qui va être 1,0,864,
qui va de 8,64%, mais dont la racine, dont l'essence même du monde est la même. Et c'est d'ailleurs grâce à ce fameux code 864, je l'appelle comme ça, ce nom 864, qu'on a pu mettre en évidence cette fameuse unité de mesure qu'est le yard et la toise mégalithique, qui est quand même l'unité de mesure la plus ancienne de l'humanité, qui est connue l'homme. Hein. Et par ce biais, on a pu comprendre que cette unité de mesure qu'est le yard et la toise sont intimement liées avec cette notion de temps, avec ce nombre clé qui peut être 86 400 et 8,64%. Donc on a vraiment une relation intime entre cette clé qu'est le temps et ce message, enfin ce mot-clé qu'est le temps, et ce code que nous ont laissé les bâtisseurs pour nous transmettre un message bien précis, mais à la fois simple, hein, parce que s'ils avaient utilisé d'autres termes comme la gravité, c'est pas quelque chose de parlant et pas quelque chose de simple qui peut être vu par tout le monde, hein, qui peut être perçu par tout le monde et travaillé également par tout le monde. Ils ont utilisé quelque chose de simple et dont on parle toujours aujourd'hui. Voilà, c'est 86 400 secondes de notre temps, qu'on peut convertir en heures, qu'on peut convertir en minutes. Donc c'est une des clés qu'on a utilisées pour travailler dans notre théorie et différents articles. Voilà. Et pour faire le lien à ce que tu disais, Fabien, tout à l'heure, on retourne par ce nombre-là sur le Soleil. On retrouve sur le Soleil qui fait 864 000 miles, voilà, hein, où ces miles, on peut les convertir en temps, oui, sur le Soleil, voilà, sur le Soleil. Mais bon, bien sûr, j'essaye de vous expliquer de manière simple, hein, de vous synthétiser un petit peu avec quels outils nous travaillons pour pouvoir continuer à écrire cette théorie. Hein. Et cet outil, ce principal outil est cette clé liée au temps. Ce nombre 864 qui a une énorme importance et qui nous ouvre beaucoup de portes. Hein. Beaucoup de portes et qui nous font emprunter d'autres chemins et nous permettent de découvrir certaines choses. Hein. Donc, il y a deux clés. Il y a cette fameuse clé liée au temps, mais il y a aussi cette fameuse autre clé qui est la coudée royale dont tout le monde connaît. Cette fameuse coudée utilisée par les bâtisseurs, hein, donc on le retrouve qui est simplement pi sur 6, hein, et qui nous donne le diamètre d'un cercle de 1 mètre. Hein, donc on part du principe que les bâtisseurs connaissaient le mètre, voilà. Mais en gros, le mètre, c'est une appellation d'aujourd'hui. C'est une appellation contemporaine. On dit 1 mètre, d'accord. 1 mètre, ça fait aussi 100 centimètres. 100 centimètres, ça fait aussi 1000 millimètres. Mais toutes ces extensions, mètres, centimètres, millimètres, ce sont des extensions contemporaines. C'est pour nous donner un ordre de grandeur. Mais je pense que dans 1 mètre, c'est pas le mot mètre qu'il faut retenir, mais c'est le mot 1. Unité. Voilà. Ils connaissaient l'unité, voilà, que nous, on appelle aujourd'hui mètre. Voilà, on transpose, parce qu'on a besoin d'avoir un ordre de grandeur. On a besoin d'avoir une extension pour quantifier, pour voir, pour donner un ordre de grandeur. Mais ce qui est important dans le mot 1 mètre, c'est pas le mot mètre, c'est le nombre 1, qui symbolise l'unité. Voilà. Donc, ils connaissaient cette fameuse unité, voilà, au travers d'un cercle, que nous, on retrouve dans le mot mètre, qu'on utilise en mot mètre. Voilà, on l'appelle mètre. Voilà, parce qu'on a besoin de quantifier des choses. Et là, philosophiquement, on pourrait dire le maître détient l'unité. Oui, voilà. Bon, oui. Après, c'est pour ça qu'on appelle aussi un maître d'école. Un maître d'école, voilà. Et c'est pour ça que quand on travaille, c'est vrai que bon, quand on travaille comme ça, on a besoin de se donner une référence. Voilà, on a besoin d'avoir une référence pour avoir un ordre de grandeur. Mais dans un nombre, ce qui est essentiel, ce qui est vraiment intéressant, ce qui est important, c'est l'essence même du nombre. C'est l'essence même du nombre, hein, que l'on connaît aujourd'hui
23 degrés et demi, qui est l'inclinaison de la Terre, voilà, dans son axe de rotation, au temps des bâtisseurs, est-ce qu'ils disaient 23 degrés et demi? Non, on n'est pas sûr qu'ils employaient ce terme, voilà. Donc, mais le 23 et demi reste. Le degré, non, on ne va pas en parler, mais c'est l'essence même du nombre qui va nous aider un petit peu à décoder ou à interpréter. Hein. Donc voilà, en fait, ce sont deux clés, tout ça pour revenir à la coudée, qui est une clé aussi importante que le temps. Voilà. Donc tout ça, c'est une salade subtile qu'il faut savoir agrémenter pour être sur la bonne piste. Donc voilà un petit peu ce mot-clé de 864 qui est très important et qu'on utilise beaucoup dans nos articles. Hein. Alors forcément, ce 864, ce 864, il y a certaines petites formules mathématiques, mais c'était un petit peu pour vous dire l'importance qu'il a dedans, hein, qu'on essaie d'expliquer de manière très simple. Hein. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup Fabien. Je ne sais pas si Greg a quelque chose à rajouter éventuellement. En tout cas, c'est en tout cas des recherches qui, au-delà finalement de notre passé, de notre civilisation, on va dire, quelque part, a un énorme message actuel finalement. Voilà en gros dire que tout est finalement en nous, encore une fois. Hein. Là, je reviens toujours avec l'enfant de Jean Simple, effectivement. C'est bien la preuve qu'en étant enfant, c'est ce que je disais un petit peu au début, en étant enfant, on a finalement tout en nous. Et quelque part, cette mémoire de l'humanité, ou en tout cas de nos anciennes civilisations, voilà, que vous étudiez d'ailleurs sur le groupe, hein, on va le rappeler tout à l'heure, Greg, sont importantes pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on est là, dans quel étagère, c'est toutes ces questions philosophiques et existentielles qui reviennent à chaque fois. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, je ne sais pas si Greg a quelque chose à rajouter. Non, mais c'est pas plus que ça. C'est vrai que de toute façon, quand on parle de la pyramide de Gizeh, on fait forcément référence à la Terre, au terrestre, mais on fait référence aussi également au céleste. Peut-être que Fabien veut peut-être nous en dire un petit mot là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pour l'instant toujours en recherche. Donc... Oui, voilà, on fait forcément inévitablement référence au céleste, parce que bon, la pyramide de Gizeh, le site de Gizeh, on sait très bien, enfin on sait maintenant aujourd'hui que c'est une horloge astronomique avec une aiguille dirigée à l'est, qui est la grande aiguille, qui est le Sphinx. Hein. Donc forcément, on a une notion avec une sphère céleste, hein, une sphère céleste ou un compteur, voilà, qui nous dit, ben voilà, le Sphinx vous donne une direction, le Sphinx est pointé vers une constellation. Voilà, on tente de vous avertir sur quelque chose. Hein. Mais qui dit sphère céleste, c'est ce qu'on est en train de voir un petit peu avec Jean Simple, on peut travailler dessus avec lui. Quand on regarde d'un point de vue d'un observateur, quand on observe le ciel, quand on voit la vue de céleste, eh ben pour moi, elle est une sphère parfaite. Voilà. Nous avons une sphère complètement parfaite au-dessus de notre tête. Voilà. C'est pas quelque chose qui est déformé, mais on a vraiment une bulle, une sphère parfaite. Et ces bâtisseurs, en fait, on sait très bien que notre Terre est imparfaite. Est imparfaite, je dis bien, dans ses dimensions, parce qu'elle est légèrement aplatie au pôle. Voilà, donc on n'a pas affaire à une Terre complètement parfaite comme un ballon, mais quelque chose de légèrement aplati, voilà, un géoïde. On va l'appeler comme un géoïde. Mais ces bâtisseurs, en fait, ce géoïde, ils l'ont transformé en Terre parfaite. D'accord? Ils en ont fait une sphère, ce que j'appellerais une sphère céleste, voilà, une sphère parfaite, pour qu'elle tourne en harmonie, pour qu'elle soit en harmonie avec cette sphère céleste que l'on a au-dessus de nos yeux. Voilà un petit peu sur quoi, avec Jean Simple, nous travaillons, voilà, parce que cette sphère, en fait, terrestre parfaite que ces bâtisseurs, ces bâtisseurs ont converti notre terre imparfaite en terre parfaite, mais pour la convertir en terre parfaite, ils en connaissaient ses imperfections. C'est ce qu'on s'est aperçu, voilà. Et
Pourquoi l'ont-ils converti en terre parfaite? C'est une grande question. Pourquoi ont-ils fait ça? Eh ben, pourquoi pas le faire pour que cette terre parfaite tourne en harmonie avec cette sphère, cette voûte céleste qu'on a au-dessus de notre tête, qui est, d'un point de vue d'un observateur, voilà, une sphère parfaite. Donc voilà, en gros, sur quoi on travaille, parce que ça nous interpelle. Moi, ça m'interpelle depuis très très longtemps. Alors, je n'ai pas forcé là-dessus. Je me suis laissé un petit peu guider, voilà. Et puis, au bout d'un moment, bon, c'est vrai que comme il n'y a pas de hasard, on a toujours quelque chose qui nous fait tilt. Voilà. Parce que je crois aussi que, bon, par rapport à ce que je vous ai expliqué, il y a beaucoup de découvertes qui se font par l'intuition. Il faut se laisser aller. Beaucoup de découvertes se font par l'intuition, mais elles doivent aussi se démontrer enfin, se prouver par la démonstration. Donc voilà, c'est en gros pour vous expliquer un petit peu sur ce qu'on travaille avec Jean V, hein, sur cette sphère céleste qui sera inévitablement, qui aura un lien intime avec notre Terre et le site de Gizeh. Hein, parce qu'il faut se rappeler aussi que la science des étoiles est la plus ancienne science de l'humanité. Hein, les étoiles sont ni plus ni moins qu'une horloge suisse. Hein, c'est quelque chose de très précis. Donc pourquoi pas ne la faire tourner, cette sphère céleste, avec la sphère, je l'appellerai la sphère terrestre, qui sera, elle, une Terre parfaite. Voilà. Donc je crois qu'il faut réfléchir un petit peu là-dessus, un petit peu sur cette notion, voilà, qui paraît peut-être dingue, qui paraît peut-être une notion simpliste, mais bien souvent ce sont des notions simplistes qui nous amènent très loin. Il faut, quelquefois c'est très simple, on se prend la tête pour des choses qui sont très simples ou face ou devant les yeux, quoi. Voilà. Hein, voilà, je pense que nous, la vérité est devant nos yeux, voilà, mais on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'on est parasité par des références, par des normes, par des choses qui nous empêchent de voir l'évidence qui est là. Voilà. Et bien souvent, voilà, bien souvent cette évidence, on la retrouve chez les enfants, par exemple. La vision d'un enfant va nous éclairer sur quelque chose qu'on ne veut pas voir. Pourquoi? Parce que on a des références, on a des rituels, on a voilà, et on s'enferme là-dedans. Et je crois que la magie se trouve au-delà de notre zone de confort. Voilà, c'est le grand bout à faire. Et donc ne brimez jamais vos enfants, mes chers auditeurs. Quand ils vous disent quelque chose, notez-le, mettez de côté l'information, c'est toujours important. On ne sait jamais, voilà, c'est peut-être un futur chercheur en devenir. Laissez-vous aller, laissez les choses venir et on verra beaucoup de choses. Alors Greg, pour revenir à toi, oui, on va reparler un tout petit peu de ta page Facebook, de ce fameux groupe qui est en construction, oui, voilà, tout le temps en fait. Hein, donc, bah, juste pour en fait faire parler la magie des nombres comme Fabien sait le faire très, très bien, je vais juste parce que j'ai fait marcher la guématrie en table de 9. Et il faut savoir que Jean Simple correspond à 981 et Fabien Pardo correspond à 819. On retrouve exactement les mêmes chiffres en fait, mais dans un désordre. Et il faut savoir que donc Jean Simple, je répète, Jean Simple c'est 981 et Fabien Pardo c'est 819. Et voilà. Et écoutez bien la suite. J'ai tapé pyramide Apocalypsia. Donc, vous enlevez le 9 de Fabien et de Jean. D'accord? On retrouve donc le 81 d'un côté et le 80 d'un côté et le 81 de l'autre. D'accord? Vous les inversez et pyramide Apocalypsia égale 1881. C'est-à-dire qu'en enlevant le 9, on retrouve exactement en mode miroir inversé, si on laisse le 80 des deux côtés chez Fabien et chez Jean, on retrouve exactement le même nombre en miroir inversé, à savoir 1881. Et ce n'est pas anodin ces chiffres-là, puisqu'on retombe sur ce que Fabien expliquait. Le 1, c'est l'unité, et symboliquement, le 8,
c'est le cycle de la vie et le cycle de l'infini sur lequel on vit actuellement, que ce soit sur le terrestre ou le céleste. Donc, je me suis amusé parce que je m'amuse un petit peu avec la guématrie. Non, mais c'est étonnant d'en arriver là, en fait, au niveau symbolique et les mêmes nombres qu'on retrouve, que ce soit dans le livre et dans le nom et le prénom de Fabien et de Jean. On a juste à enlever le 9. Alors, le 9, on peut le prendre chez Fabien et chez Jean. Et dans sa propriété, 99 ou 999, c'est le nombre le plus céleste dans sa propriété. Oui, mais en numérologie, Greg, 1 et 8, ça fait 9. Ouais. Donc, de toute façon… Oui, non, mais je veux dire, si on prend juste… Ouais, c'est ça. On sépare les 9 de chaque côté de Fabien et Jean. On retrouve donc le 1 et les 2, 8 dans le titre de Pyramide Apocalypsia. C'est la table de 9, donc forcément, on va retrouver en réduction 9. C'est vrai. Mais c'est formidable, ça. Bah ouais, je te l'avais pas dit, Fabien. Non, mais c'est… Voilà, tu vois, de mon côté, je m'amuse. Mais c'est marrant, c'est étrange, c'est vrai. Hein. Oui, c'est bizarre quand même, parce qu'on avait une chance sur 1 million que ça puisse tomber sur 2 chiffres. Oui, bah oui, voilà, ouais. J'ai vu que c'était le tiercé, mais qu'est-ce que j'ai gagné en fait? C'est le tiercé. Non, disons que la connexion, Fabien, comme tu le disais au début, ne se fait jamais par hasard. Oui, voilà. Oui, je t'ai dit par hasard parce que je savais que bon, c'est vrai que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les connexions ne se font pas par hasard. Et ça, on le comprend bien après. Sur le coup, on le comprend pas. On se pense que c'est du fait du hasard, mais après, avec du recul, voilà, on s'aperçoit que non, qu'il y a une cohérence, que les gens sont amenés à se rencontrer pour telle ou telle raison, à se parler. Voilà, il y a tout un schéma qui se met en place, tout simplement parce que c'est peut-être une destinée qui doit se mettre, que l'on doit suivre. Alors au départ, on essaie de l'éviter, on essaye de voilà, mais non, finalement, on est toujours amené à rejoindre cette destinée. Et non, oui, et ça, j'y crois fermement. Les choses ne se font pas par hasard. Alors, Greg, parle-nous effectivement de ce groupe sur Facebook. Du groupe, voilà, c'est en fait études, secrets, mystères et décryptage des anciennes civilisations disparues. Donc, je pense que tu le mettras en lien. Et puis, pour ceux qui ça intéresse, ils sont les bienvenus dans ce groupe, tout simplement. Il y a le mur de Fabien et aussi, il y a mon mur à moi. Donc, moi, mon mur est privé. Fabien, je ne sais pas si toi, ton mur est privé au public. Oui, il est privé. Enfin, j'y mets des bêtises dedans, mais bon, c'est pas mon mur officiel. Hein. Voilà, mais bon, après, je poste. C'est vrai qu'on poste sur le groupe Ancienne Civilisation Disparue. Hein, voilà, on poste. C'est un bon petit groupe. On est, je crois, Greg, on a environ 500 membres. Voilà. Comme on dit, l'oiseau fait son nid petit à petit. On ne recherche pas la quantité, pas du tout, on a tout le temps. Nous, ce que nous recherchons, c'est la qualité. Et puis, je voudrais remercier tous les membres parce que vraiment, ils postent des articles ou des choses de qualité. Et puis, on a vraiment un respect mutuel dans ce groupe. C'est vraiment super avec un échange. Et c'est ce qu'on demande, quoi. C'est ce qui fait aussi la richesse d'un groupe. Voilà. Et qui sait, il y aura peut-être un autre Fabien en puissance ou un autre Greg dans le groupe qui viendra peut-être encore apporter, pourquoi pas, une pierre à l'édifice. Qui, par peut-être ses recherches, pourront peut-être vous écrire. Et justement, vous êtes aussi ouvert à ça. Il y a cet échange possible aussi pourquoi pas, discuter de tout ce dont on a parlé ici, entre autres en partie, et dans le livre aussi, bien entendu, de 400 pages. Alors, ce livre, Fabien, est-ce qu'il est encore disponible ou pas du tout ? Oui, il est encore disponible. Bon, il faudrait alors bien sûr il faut que la personne commande ce livre, mais il est encore disponible. Hein. Alors bien sûr il y a plusieurs plateformes de commande, mais les plateformes de commande elles sont également indiquées dans notre site, hein, dans le site. Hein, voilà, en page d'accueil. Voilà, hein, toutes les plateformes de commande sont indiquées parce que malheureusement, bon, on ne peut plus se déplacer avec le confinement. On est obligé de partir. Alors, elle est par exemple disponible, je regarde, à la FNAC, chez Bod également, et puis bien d'autres éditeurs, hein, mais celui va toujours en hein, voilà. Alors, bien sûr, alors comme je le dis, il n'y aura pas de second livre, hein, voilà. Hein, c'est simplement des mises à jour
des mises à jour du livre qui est sorti en 2010. D'accord, Voilà. très bien, ok, magnifique. En tout cas, il y a une foultitude d'informations dans ce bouquin, et j'invite les auditeurs bien sûr à soit se le procurer, soit éventuellement aller sur le site poureuxlelivre.fr et de toute façon, et rejoindre également le groupe de Greg et de Fabien, où je mettrai bien sûr le lien dans la description comme d'habitude. En tout cas, grand merci d'avoir partagé votre savoir, messieurs, et puis surtout, voilà, d'avoir encore une fois apporté une pierre à l'édifice, effectivement. Les pyramides n'ont pas fini de parler d'elles de sitôt. Bon, ça, on en est bien conscient. Et voilà, c'est encore une fois une autre voie, un autre sentier sur lequel des chercheurs se sont engagés à, voilà, essayer de découvrir d'autres vérités. Et donc, on ne manquera pas de suivre bien votre actualité, messieurs, parce que c'est, je crois, important quand même pour voilà, pour notre civilisation et puis la connaissance aussi par rapport à nos origines également, hein, pourquoi pas. Ça peut être philosophique, ça peut être, voilà, ça peut être. Il y a plein en tout cas de messages à épuiser et puis voilà, je crois que c'était quand même important de remettre un petit peu tout ça à jour, puisque effectivement, comme tu disais Fabien, ça faisait un petit temps que tu n'avais plus fait de vidéo. Ben voilà, chose faite, grand merci à toi et grand merci à Greg de m'avoir présenté également. Je le répète, donc allez-y, messieurs, dames, donc sur Facebook, sur le groupe, c'est gratuit. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions auxquelles les gens doivent répondre pour accéder à votre groupe, ou comment ça se passe? Après, juste une précision, c'est que Fabien va faire une conférence le 12 décembre, c'est ça, Fabien? Oui, le 12 et Oui, 13. le 12 décembre, en fait, sur l'association heuristique, heuristique que, bon, enfin, moi, j'en fais partie, Fabien aussi, je crois, c'est Joël Barleven qui gère cette association, comme beaucoup d'autres, bon, il y a beaucoup de gens connus qui font partie de ces conférences une ou deux fois par an. Avec le confinement, je ne sais pas si ça, je pense et j'espère qu'on va pouvoir y aller. Il y a Chris Darky, à qui je passe le bonjour, qui s'occupe des magazines et de certains d'autres sujets là-bas. Donc voilà, Fabien va faire une conférence. Après, s'il veut en parler, il en parlera. Mais c'est marqué sur la fiche, en fait. Ça va. Je mettrai de toute façon tout ça en lien éventuellement, il n'y a pas de problème. Oui, Ok. oui. Très bien. Oui, c'est une conférence le 12 et 13 décembre. Hein. Bon, comme tu l'as dit, Greg, j'espère avec les événements actuels qu'elle pourra se faire, parce que bon, bien évidemment, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir se déplacer. Et bon, on verra bien. Bon, voilà, on vit au jour le jour, malheureusement. Mais bon, c'est une conférence hein, avec Philippe Pigault, que je salue aussi, hein, Joël Darentz, hein, et puis on est en train de mettre ça au point. On espère tout simplement qu'elle tiendra, qu'elle se tiendra, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Donc, Et oui, le thème, c'est Apocalypse. voilà. Sur l'eschatologie, en fait, c'est tout ce qui tourne sur la notion de la fin des temps, hein, voilà, dans tous les écrits, les textes, voilà. Hein, donc, on va passer un bon moment. Oui, je le crois, et puis j'espère qu'ils rebondiront peut-être en version, pourquoi pas, virtuelle, hein, Oui. éventuellement, si ça peut se faire, pourquoi pas, ça pourrait intéresser beaucoup de monde. En tout cas, grand merci à vous deux. De toute façon, on se retrouve éventuellement pour une suite, hein, éventuellement il n'y a pas de problème, Fabien, tu es le bienvenu sur les Sentiers du Réel, et Greg, de toute façon, j'espère te retrouver bientôt pour un énième décryptage de film, c'est quand tu veux également. J'y travaille. Merci beaucoup à toi, et moi je veux dire au revoir plutôt aux auditeurs, et en leur souhaitant une très bonne semaine, jusqu'à la prochaine émission, live, direct, peu importe. De toute façon, on se retrouve très vite, il y aura beaucoup de directs, comme vous le savez, sur les Sentiers du Réel en cette fin d'année. Et de toute façon, moi je vous invite à commenter, à liker, à partager, à parler des Sentiers du Réel autour de vous si ça vous plaît. En tout cas, grand merci à vous tous pour votre longue et très bonne écoute habituelle et commentaires bienveillants. Merci à tous, ciao ciao, salut.